OK, donc maintenant que je me suis remis de mes émotions, de mon émerveillement, on va être prêt à continuer avec le processus gamma. Donc la particule émise ici, c'est un photon justement de rayon gamma. Euh, alors, je ne donnais pas de réaction symbolique, mais je vais écrire un exemple réel de, de processus gamma. Je vais le faire sur une autre page parce qu'ici, il va manquer un petit peu d'espace sur la case. Alors, en fait, je vais vous dire tel quel le- une expérience que vous aurez peut-être la chance de faire en laboratoire, là. Alors, on a le césium qui est élément 55, numéro 137, qui va se transformer en barium 37, élément 56, excité. Donc, on va mettre une étoile juste pour dire que cet atome-là est excité, il n'est pas dans son état fondamental, autrement dit, plus un électron plus un antineutrino. Et ensuite, on a comme une chaîne, parce que souvent les réactions aussi vont se produire en chaîne. Et là ensuite, on a notre barium, pardon, j'ai écrit 37, c'est 137 bien sûr, comme le césium 137 aussi. Donc le barium 137, euh, élément 56, excité, va ensuite se désexciter en barium 137-56, mais en émettant un rayon gamma. Donc, c'est comme un processus en deux temps, si on veut. D'abord, une transmutation du césium en barium avec création d'un électron et un antineutrino. Mais ensuite, ce barium-là qui est excité, et c'est là ici surtout que se produit le gamma en tant que tel, dans cette phase-là du processus. Le barium, en se désexcitant, c'est là qu'il va émettre le gamma. Donc, ça veut dire, quand on va faire cette expérience-là, effectivement, oui, il va y avoir des électrons qui vont être créés, il va y avoir des neutrinos, puis il va y avoir des rayons gamma. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas ce qu'on fait en laboratoire, nous, c'est des microdoses. Pas besoin de protection ou quoi que ce soit. C'est comme trop faible les radiations pour que ça ait moindre effet que ce soit, là. Euh, Donc, pas juste en termes que la durée est courte, mais c'est aussi en termes de la quantité de radioactivité émise va être extrêmement faible. Euh, OK. Remarque, alors le neutrino, symbole, pardon, le nu, est une particule élémentaire de masse non nulle mais négligeable, qui, comme je dis, interagit très peu avec la matière, très dur à voir, à capter. Et ensuite l'antineutrino, qui est tout aussi subtil, évidemment, euh, qu'on appelle, on dirait nu bar, ok, parce qu'il y a une barre au-dessus. L'antiparticule du neutrino. Ensuite, on a le positron, symbole E+, qui est aussi l'antiparticule. Antiparticule, ça se dit en un seul mot, en fait, là. Antiparticule de l'électron. Semble électron, à différence que sa charge est positive. Et bon, les désintégrations sont soumises à plusieurs principes de conservation, masse, énergie, nombre de nucléons, charge électrique, etc. Donc, le nombre de nucléons aussi va être conservé dans une désintégration. Donc, on n'aura pas une création d'un nucléon. Donc, on peut transformer un proton en neutron ou un neutron en proton, mais on ne peut pas comme détruire un proton, là. Ça se peut pas. Les processus alpha et bêta changent d'élément, ce qu'on a appelé une transmutation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une transmutation. Et quand je parle de transmutation, ça m'amène à vous parler d'un sujet connexe, les alchimistes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je sais pas si vous avez lu le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, ou déjà entendu parler de cette espèce de rêve qu'avaient les alchimistes. Leur rêve, c'était de changer le plomb en or. Donc, c'était de faire une transmutation, en fait. Parce que évidemment, ce sont deux éléments différents, donc on ne peut pas juste les changer le plomb en or avec des réactions chimiques. Ça prend une réaction nucléaire ou une désintégration, possiblement, pour faire cette transmutation-là, parce qu'on change d'élément. Alors, est-ce que c'était possible?
Alors, en fait, la question, on pourrait la diviser en deux. D'abord, est-ce que eux ont pu le faire à cette époque-là, à l'époque où le rêve de l'alchimie était très présent dans la société? Est-ce que eux ont pu le faire? Un peu comme c'est illustré sur cette œuvre ici euh, cette œuvre d'un alchimiste à l'œuvre. Ou, alors d'une part, c'est ça, est-ce que c'était possible à cette époque-là? Et d'autre part, est-ce que ça serait possible aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui avec des techniques sophistiquées, changer le plomb en or? Deux questions que je trouve intéressantes à poser, tu sais, tant qu'à parler de transmutation, faisons un lien avec les alchimistes. Alors, on répondra pas à la question tout de suite. Donc, tous les modes de désintégration radioactive dégagent de l'énergie. Donc, autrement dit, ce sont des processus exothermiques. C'est ça, ils dégagent de l'énergie. Euh, Comment calculer la quantité d'énergie qui va être dégagée? C'est en appliquant l'équivalence masse-énergie. Donc, si le noyau a perdu de l'énergie, il a donc perdu forcément de la masse. On se rappelle toujours notre équivalence masse-énergie. Donc, si on l'écrit en équation, ça donne la chose suivante. La quantité d'énergie qui va être libérée, la quantité de chaleur qui va être libérée ou absorbée par la réaction, qu'on va appeler Q, ça va être donc, on va faire la chose suivante. On va additionner la masse des réactifs, donc I pour initial, la somme des masses initiales, moins la somme des masses finales. Autrement dit, ça va vous donner la différence de masse. Autrement dit, la perte, euh, la perte de masse qu'il y a eu dans la substance qui s'est désintégrée. En passant, quand je dis qu'il y a une perte de masse, euh, dans un système isolé, il n'y a jamais une perte de masse. Mais s'il y a une perte de masse dans la substance qui fait de la radioactivité, c'est qu'il y a eu un gain de masse dans son environnement. C'est juste la petite chose que je voulais préciser. Euh, donc, on fait la soustraction entre la masse initiale et la masse finale. Ça nous donne à quel point la substance en question a perdu de la masse, la quantité de masse qui a été perdue, entre guillemets, et ensuite on multiplie ça par C carré. Toujours, dans le fond, c'est comme toujours une façon d'écrire E égale mc carré. C'est toujours ça, hein. C'est rien d'autre que ça. L'équivalence masse-énergie. C'est juste que là, ici, je l'ai appliqué dans un contexte précis où l'énergie est une chaleur dégagée ou absorbée Q. Et la masse, ben, je prends la différence de masse entre ce qu'il y avait au départ et ce qu'il y a à la fin, puis fois C carré. Donc, c'est vraiment une application directe de l'équivalence masse-énergie. Euh, Tantôt, j'ai dit que tous les modes de désintégration dégagent l'énergie. Donc, on a toujours une énergie qui est libérée par une désintégration radioactive. Mais dans une réaction nucléaire, on peut avoir une énergie qui est absorbée. Euh, donc, une réaction nucléaire, c'est une réaction qu'on force. C'est nous-mêmes, mettons, dans une centrale, on peut créer une réaction nucléaire. Mais une réaction nucléaire, c'est pas quelque chose qui va se faire comme spontanément. Tandis que la désintégration radioactive, elle se fait comme naturellement, spontanément. Et c'est les désintégrations radioactives, donc les quatre types de désintégration, là, les quatre processus qu'on a vus, alpha, bêta, bêta-, et gamma. Alors, tous ces processus-là sont des processus exothermiques. Ils vont toujours libérer de la chaleur. Mais dans une réaction nucléaire qui est forcée, que nous, on fabrique nous-mêmes artificiellement, qu'on force, alors là, ça peut être endothermique. Donc, une réaction nucléaire peut nécessiter un apport d'énergie pour se produire. Et le plus souvent, cette énergie est dégagée sous forme de chaleur. Mais elle peut aussi être dégagée sous forme, par exemple, de photons gamma, dans le cas de la désintégration gamma. Alors, donnons un exemple. Quelle est l'énergie libérée par une désintégration de radium-226? Exprimez votre réponse en joules et en MeV. Utilisez l'annexe G6 du manuel. Donc, dans l'annexe G6, vous avez tous les isotopes qui sont listés et ça va nous permettre d'aller voir le radium-226, quelle est la masse de son noyau. On va avoir besoin de cette information-là. Quelle est la masse du noyau en fait, plutôt, je vais reprendre.
Dans l'annexe G6, ce qu'on vous donne, en fait, c'est la masse des atomes neutres. C'est la masse des atomes neutres. Donc, pour aller trouver la masse du noyau, on va prendre la masse de l'atome neutre qui est donnée dans l'annexe, mais on va soustraire la masse des électrons, ce qui va nous donner la masse du noyau seulement. Donc, on va commencer par écrire la réaction du processus. Donc, ici, on nous dit qu'on a un processus alpha, ou une désintégration alpha, ce qui veut dire la même chose. Donc, la première étape, quand vous avez un tel problème, d'abord, radium, on cherche son symbole, c'est Ra. Et là, on cherche son numéro, donc dans le tableau périodique, c'est le numéro 88, et on nous dit que c'est radium 226. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Et là, on a un processus alpha. Donc, dans un processus alpha, on a création d'une particule alpha qui est en fait de l'hélium 4. Et on a une transmutation d'éléments. Donc, vu qu'on accorde 2 protons à l'hélium, ça veut dire qu'il en reste 2 de moins pour l'atome qui va rester. Donc, de 88, on tombe à 86. Alors, on va voir dans le tableau périodique quel est l'élément 86. C'est le radon. Alors, radon, Rn. Alors, faites attention, Ra c'est radium, Rn c'est radon. En passant, le radon, c'est un gaz radioactif qui a tendance à se tenir des fois dans les sous-sols à peu près à 1 mètre de distance du sol. C'est pas une farce, là, c'est tout à fait sérieux. C'est ça, c'est un gaz radioactif, mais tu sais, il n'y en a pas en très grande quantité, mais ça existe, là, c'est là. C'est ça. Puis souvent, justement, c'est un gaz qui est assez pesant. C'est un atome pesant, donc c'est pour ça qu'il se ramasse souvent dans les sous-sols. Puis c'est comme ça, à peu près à 1 mètre du sol, là. Ça veut pas dire qu'il y a un danger de mort, là, mais c'est juste que c'est ça existe. Donc, le radon, lui, au départ, on a 226 nucléons pour le radium. Il y en a 4 qui s'en vont dans l'hélium, donc il en reste 222 pour le radon. Donc, on se ramasse avec du radon 222 et une particule alpha. Alors ça, c'est la première étape. Vous voyez, c'est pas donné pour vous, donc il faut le déduire. Dans le fond, vous voyez, le fait que, par exemple, on obtient du radon 222, ben, il fallait le déduire en fonction du fait qu'on obtient, vu que c'est un processus alpha, ben, il faut que vous vous rappeliez que le processus alpha implique une particule d'hélium. Donc, et avec le raisonnement que j'ai fait, on déduit qu'on produit du radon 222. Alors, première étape. Ensuite, on va appliquer. La question, c'est quelle est l'énergie libérée par le processus? Alors, dans le fond, on veut savoir c'est quoi la quantité de chaleur Q qui va être produite. Donc, on va appliquer l'équation d'Einstein. Donc, la différence des masses initiales et finales fois la vitesse de la lumière au carré. C'est ça qu'on cherche. Fait que là, dans le fond, notre mission, ça va être d'aller déterminer ceci et ceci. Une fois qu'on va avoir les deux, les masses initiales et les masses finales, alors à ce moment-là, ça va être facile, on va faire la soustraction, multiplier par c carré, bingo. Donc, on va y aller d'abord avec la somme des masses initiales. Donc, somme des MI. Fait que là, ici, initialement, donc dans les réactifs, qu'est-ce qu'on a? On a seulement le radium. Donc, la somme des MI, c'est la masse de l'atome de radium, dans le fond. C'est le seul réactif, la seule masse initiale. Alors, la masse du radium. En fait, ce qu'on veut, c'est la masse du noyau, OK? Parce qu'on se rappelle, dans le fond, on est en train de parler de désintégration radioactive. Et ça, c'est des processus qui se produisent au niveau du nucléus, du noyau de l'atome. Les électrons n'ont rien à voir là-dedans. Donc, il faut vraiment prendre seulement la masse du nucléus, du noyau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher dans l'annexe la masse du noyau de radium 226. Donc, je vous invite à aller le voir tout de suite dans votre annexe à la fin du livre. Et
vous allez trouver 226.025.410 Je vous dis tout de suite, là, on va faire exception à notre règle habituelle de garder 3 chiffres significatifs, 3 ou 4 chiffres significatifs dans les calculs. Là, il faut en garder plus. Il faut garder tous les chiffres absolument parce que la différence va être faible. Si vous arrondissez à 226, vous êtes cuit parce que, dans le fond, la différence va être trop faible. Maintenant, moins la masse des électrons, parce qu'on veut justement la masse du noyau seulement. Donc, les électrons, ben, d'abord, il faut déduire combien il y a d'électrons cet atome-là. Ben, regardez, il y en a 88. Il y a 88 protons. Ça ici, c'est le nombre de protons. Donc, s'il y a 88 protons, c'est donc qu'il y a 88 électrons aussi, puisque c'est un atome neutre. Donc, 88 fois la masse d'un électron, qui est aussi spécifié dans l'annexe en passant. Alors, la masse d'un électron, 0.000549U. Alors, si on fait cette soustraction-là, 225.977098U. Ça, c'est pour la somme des masses initiales. Et maintenant, il nous reste à faire la somme des masses finales. Alors, la somme des masses finales, c'est dans le fond la masse du radon plus la masse de la particule alpha. Donc, la masse du radon. Alors, on va voir encore une fois dans l'annexe, on va voir le radon 222, pas n'importe quel isotope, l'isotope 222. Donc, le radon 222 va avoir une masse, son atome va avoir une masse de 222.017578 U. Ensuite, toujours, on travaille avec les noyaux, donc il faut soustraire la masse des électrons. Ici, on a 86 protons, donc 86 électrons dans l'atome neutre. Donc, on soustrait la masse de 86 électrons. OK, ça, c'est pour le radon. Et maintenant, il faut additionner la masse de l'hélium. Alors, l'hélium, lui, l'hélium 4 neutre a une masse de 4.002603 U moins la masse de ces 2 électrons. Voilà. Et si on fait ce calcul, on va obtenir 225.971869 U. Parfait. Alors là, maintenant qu'on a ça, ça va être assez facile. C'est pente descendante là, pour terminer le problème. On a juste à appliquer l'équation d'Einstein pour trouver la quantité d'énergie dégagée. Donc, si je le fais ici, la somme des MI, on avait 225.977098 moins. Donc, on fait la différence. Ensuite, ça, c'est en U. Alors, pour faire le calcul d'énergie, très important, il faut se remettre en kilogrammes. Ça se rappelle, U, c'est l'unité de masse, mais ce n'est pas l'unité SI. L'unité SI, c'est le kilogramme. Pour trouver une énergie qui va être donnée en joules, il faut utiliser la masse en kilos. L'unité de base de la masse, le kilo. Donc, on va faire fois le facteur de conversion qui vous est donné aussi là, dans l'annexe. Donc, le facteur de conversion, c'est 1.660.539 fois 10 à la moins 27 kg par unité de masse atomique. Donc ça, c'est juste pour faire la conversion des masses en kilogrammes. Et ensuite, il reste à faire fois c carré. Donc fois 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde au carré.
Et bingo, on calcule tout ça. Et ça va donner Q est égal à 7,815 fois 10 à la moins 13 joules. Puis si on veut convertir en MeV, ça va donner 4,88 MeV. On avait déjà vu comment faire les conversions de MeV à joules, c'est juste un facteur de conversion. Donc, 4,88 MeV ou 7,81 fois 10 à la moins 13 joules. Donc, la quantité de l'énergie qui est dégagée, ici, ça va être dégagé en chaleur par la désintégration radioactive. En fait, je dis dégagé en chaleur, puis aussi en énergie cinétique, parce que votre noyau d'hélium, il peut partir à grande vitesse. Donc, il y a aussi une petite partie d'énergie qui va servir à accélérer, à donner une énergie cinétique à la particule alpha. Mais en grande partie, cette énergie-là va être dégagée sous forme de chaleur. Puis vous voyez que cette énergie-là, elle est très faible. Elle est très, très, très faible. Donc, une seule réaction de désintégration ne produit pas une très grande quantité d'énergie. Mais s'il se produit des millions, des milliards de réactions en même temps, euh, ben à ce moment-là, ça va créer une, une quantité d'énergie qui est significative. Je voulais maintenant terminer par une petite présentation de deux réactions nucléaires dont vous avez sûrement entendu parler. Il s'agit de la fission nucléaire et de la fusion nucléaire. Alors, la fission nucléaire, on part avec, je répète ça, c'est la fission dont je suis en train de parler. On part avec un noyau qui est très lourd, instable, comme par exemple l'uranium-235, exemple classique. Alors, vous avez un gros noyau avec plein de protons, plein de neutrons, 235 nucléons au total. Et là, on envoie une particule qui va pouvoir frapper là-dedans. Quelle particule? Ici, vous avez l'atome dans sa globalité avec son nuage d'électrons en rouge. Quelle particule pourrait venir briser le noyau? Le neutron. Le neutron, c'est la particule parfaite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de charge, donc il ne va pas être repoussé ni attiré par le noyau. Il va simplement comme foncer dedans à grande vitesse. Et là, paf, le noyau va être instable pendant un très bref instant. Et là, pouf! C'est à ce moment-là précisément ce que vous venez de voir que là va se dégager une très grande quantité d'énergie en chaleur. Et ensuite, on va avoir des sous-produits de fission qui vont être créés, donc des kryptons, baryons dans ce cas-ci. Et donc, c'est ici qu'on va avoir génération des déchets radioactifs parce que les sous-produits de fission, les atomes qui vont rester une fois que l'atome d'uranium est brisé, des fois, ces atomes-là sont eux-mêmes radioactifs. Donc, c'est ça qu'on appelle des déchets radioactifs. C'est les atomes qui sont des sous-produits de la fission qui eux-mêmes sont radioactifs. Mais ce qui est le plus important, c'est que non seulement on crée dans le fond, on a fissionné le noyau en deux. Voyez-vous ça? Juste refaire le début du truc. On envoie le neutron, instable, paf, ça éclate. Alors là, dans le fond, on a créé beaucoup d'énergie et en fait, on a dégagé beaucoup d'énergie et le gros noyau s'est brisé en deux morceaux plus petits, le krypton et le baryum dans ce cas-ci. C'est juste un exemple parce que l'uranium-235 peut se fissionner aussi en d'autres atomes. Ça, c'est un exemple. Mais au-delà de ces deux atomes-là qui ont été créés, il y a trois neutrons en plus qui ont été créés. Trois neutrons qui s'en vont en solo, là. Ils sont comme libérés des deux atomes. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces neutrons-là? Ils sont projetés à très grande vitesse. L'énergie donne aussi beaucoup d'énergie cinétique à ces neutrons-là. Fait qu'ils partent à grande vitesse. Où est-ce qu'ils vont aller? Sur d'autres atomes d'uranium. Donc, ça va produire ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Alors ça, c'est ce qui va se produire, par exemple, dans une bombe atomique. Une bombe atomique à fission nucléaire, comme celle qui a tristement explosé au Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a eu deux bombes là, qui ont explosé à Hiroshima et Nagasaki.
Alors, c'est des bombes à fission nucléaire. Donc, c'est des bombes qui, justement, euh, fonctionnent sous ce principe-là. Alors là, les neutrons, c'est eux qui sont très importants parce que c'est eux qui vont faire qu'il y aura une réaction en chaîne. Donc, il va y avoir une espèce d'augmentation exponentielle du nombre d'uranium, du nombre d'atomes d'uranium qui vont péter. Fait que là, ça va, finalement, ça va exploser. Donc, l'énergie va être libérée en un temps extrêmement court et bang, on a l'explosion. Lorsque c'est pas contrôlé, ça donne une bombe. Mais lorsque c'est contrôlé, ça peut générer de l'énergie. Et ça, c'est extrêmement utile. Prenez par exemple, il y a plusieurs pays, en fait, qui n'ont pas notre chance d'avoir, par exemple, autant d'hydroélectricité que nous. Euh, alors, par exemple, la France, la majorité de leur énergie, de leur électricité provient des réactions des centrales nucléaires. Donc, c'est extrêmement important présentement dans l'humanité, les réactions nucléaires. Euh, Peu importe, là, oui, ça a des impacts là, par rapport il y a des risques associés à ça. Il y a tout un débat, évidemment, par rapport aux déchets radioactifs et compagnie, mais c'est quand même, ça reste très important au point de vue de l'énergie, la production d'énergie présentement sur Terre. Idéalement, on voudrait s'affranchir de ça, mais ça reste que c'est quand même utile présentement, c'est indéniable. Euh, Malheureusement, bon, quand c'est mal entretenu, ça peut être dangereux, comme c'est tristement arrivé à Tchernobyl en Ukraine. Donc, il y a eu justement un réacteur qui a explosé finalement. Euh, et en fait, ça cause encore des problèmes, encore aujourd'hui en Ukraine, parce que Tchernobyl est non loin de Kiev, la capitale. Fait que des fois, il y a des projets qui, même encore aujourd'hui, ils pensent des fois à comme créer une espèce de bulle autour de Kiev ou autour de Tchernobyl plutôt pour essayer de limiter la radioactivité qui émanerait de là. Donc c'est quand même, pardon. Donc il y a plein d'enjeux sociaux là, qui sont reliés à ça, là, mais c'est intéressant. Euh, mais c'est été indéniablement une chose qui a aidé beaucoup à créer la, notre autonomie énergétique, ça c'est clair. Maintenant, une autre réaction nucléaire qui est peut-être moins connue, mais qui est encore plus puissante en fait, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Euh, alors, la fusion nucléaire, c'est le fun parce que ça, on part avec des petits atomes. Donc ici, on part avec en fait, un atome de deutérium et un atome de tritium. Donc, si on se rappelle, le deutérium, c'est l'hydrogène 2. Donc, c'est celui-ci, ici, ça, c'est le deutérium. Donc, c'est juste un proton avec un neutron. Et ici, vous avez le tritium, un proton avec deux neutrons. Donc, c'est deux atomes d'hydrogène en passant, hein. C'est deux atomes d'hydrogène. C'est juste que c'est deux isotopes différents d'hydrogène, le deutérium et le tritium. En passant, le deutérium et le tritium, on, on le, on va le créer d'abord à partir d'hydrogène 1, mais on saute cette étape-là ici, puis on part directement avec le deutérium, le tritium. Et là, si on a une température normale, qu'est-ce qui va se passer quand le deutérium est en présence du tritium? Ben, par répulsion électrostatique, ils vont simplement, euh, vu que les noyaux ici sont positifs, le noyau est positif, le noyau du deutérium est aussi positif, donc il se repousse et finalement, il ne se passe rien. C'est juste une agitation thermique, ok? Une agitation thermique normale. Donc, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est si on a une température normale, c'est-à-dire en dessous de 15 millions de degrés. Ok? C'est-à-dire, puis là, je peux parler en termes de Celsius ou en termes de Kelvin. Rendu là, ça ne fait aucune différence. Il y a juste un décalage de 273 Kelvin, de 273 degrés entre les deux. Mais quand on parle de 15 millions de degrés, un décalage de 273, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, euh, autrement dit, là, on est à une température en deçà de 15 millions de Celsius. Température normale, quoi? OK? On est d'accord? Maintenant, elle a une température supérieure à 15 millions de degrés Celsius. Alors, on avouera que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de température-là. Je reviendrai tantôt de comment on crée ce genre de température. Alors, on passe à une température plus grande que 15 millions de degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on augmente la température d'un milieu? Vous avez sûrement déjà appris ça en chimie, probablement,
Donc, plus on a une température élevée, plus on a de l'agitation thermique, n'est-ce pas? Donc, plus les molécules sont agitées, plus ils se déplacent rapidement, plus ils ont de l'énergie cinétique, autrement dit. Alors, quand on arrive à 15 millions de degrés Celsius, ce processus-là est comme exagéré à l'extrême. Donc, on a une espèce d'énergie cinétique qui est complètement folle. Les électrons sont complètement fous. Pardon, les atomes, ils vont à des vitesses ahurissantes, OK? Parce que l'agitation thermique est absolument phénoménale. La température est tellement élevée. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les atomes, ils vont super rapidement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils vont tellement vite qu'ils vont réussir à entrer en collision ensemble. C'est ça l'idée. Donc, c'est tellement chaud que les molécules vont super vite, allant tellement vite, ils réussissent à entrer en collision ensemble. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ici, on vous simplifie un peu. On a un deutérium qui va se rencontrer avec le tritium. Ils vont tellement vite qu'ils vont réussir à se fusionner ensemble. Donc, ils vont se fusionner. Autrement dit, leur collision est tellement intense, tellement brutale, qu'ils vont se fusionner ensemble et donner lieu à un atome d'hélium, plus un neutron, plus beaucoup d'énergie. Une grande quantité d'énergie qui est dégagée. Alors, c'est ça, finalement, la fusion nucléaire. C'est rien de plus compliqué que ça. C'est la base, là, disons. Donc, on a de l'hydrogène et on le transforme en hélium. On le fusionne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la fusion nucléaire. On fusionne deux atomes d'hydrogène en un atome d'hélium, plus un neutron, par exemple, et de l'énergie. Euh, euh, En réalité, ce processus-là va se produire souvent en plusieurs étapes parce qu'au départ, on, le tritium, on ne prend pas ça dans la nature nécessairement, le deutérium non plus. Donc, nous autres, on a de l'hydrogène à la base. L'hydrogène, on peut le créer par l'électrolyse de l'eau. Puis après ça, on peut se servir de l'hydrogène pour puis là, le faire entrer en collision et lui faire gagner des neutrons pour obtenir éventuellement le deutérium, puis ensuite le tritium. Puis après ça, le deutérium et le tritium peuvent donner l'hélium. Donc, on résume un peu le portrait ici. Mais grossièrement, c'est ça. On fusionne par collision intense, les deux atomes d'hydrogène se fusionnent pour donner de l'hélium et libérer une grande quantité d'énergie. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre atome d'hélium est plus léger que la somme de la masse de vos réactifs. Vous comprenez? Donc, la masse totale du deutérium et du tritium, elle est plus grande que la masse de l'hélium qui est produit et le neutron ensemble. Okay? La masse des produits est plus petite, est plus faible, est moins lourde que la masse des réactifs. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu comme une perte de masse. Quand je parle d'une perte de masse, je parle d'une perte de masse dans ce système-là, parce que s'il y a une perte de masse dans le système, ça veut dire qu'il y a un gain de masse dans l'environnement. Mais dans ce système-là, ces atomes-là, il y a eu dans le fond, il y a eu une perte de masse de ce côté-ci. Et cette perte de masse, elle est en fait, autrement dit, s'il y a eu une perte de masse, c'est qu'en fait, ces atomes-là ont aussi perdu de l'énergie. Et cette énergie-là, elle est libérée dans l'environnement, en fait. Elle est libérée dans l'environnement. Euh, et ça, c'est extrêmement puissant. La fusion nucléaire, c'est extrêmement puissant. C'est ça qui est utilisé par le Soleil pour produire son énergie. Donc, le Soleil, finalement, si on résume, c'est une grosse boule d'hélium, une immense sphère, une boule d'hélium, et, une grosse boule d'hydrogène, je veux dire. Et cette boule d'hydrogène, c'est tellement à très haute température, donc les atomes d'hydrogène se fusionnent et se transforment en hélium. Donc, le Soleil, pour résumer, c'est une grosse boule d'hydrogène qui fusionne progressivement son hydrogène pour le transformer en hélium par fusion nucléaire. Et cette fusion-là libère une très grande quantité d'énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on reçoit sur Terre. Faire une petite pause rendue ici. On va terminer par une comparaison des deux types de réactions nucléaires que je viens de